Nous sommes mardi et vous êtes nombreux à nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal au Zimbabwe, les médecins durcissent le ton par des mouvements d'humeur. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail et de l'équité dans le traitement des agents de la santé publique. Dans la suite de cette édition, nous parlerons de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Après son lancement le 27 juillet dernier à Tenkodogo, le mouvement patriotique pour le salut a tenu ce jour sa première conférence de presse. Le leader du parti, le professeur Augustin Loada, s'est appesanti sur la situation sécuritaire pour qui, à l'exemple de la Mauritanie ou de l'Algérie, le Burkina Faso peut venir à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Suivant un extrait de son discours avec Odette Zouangina. Le MPS appelle à taire impérativement les dissensions au sein de l'armée en réactivant les cadres de concertation créés en 2011 afin de renforcer la confiance entre la base et le sommet. Dans sa vision, le MPS estime qu'il faut rehausser la capacité opérationnelle de notre armée. Et pour cela, il faut plutôt renforcer les effectifs par un recrutement de contingents spéciaux dans l'armée, la gendarmerie et la police, en particulier dans les régions et parmi les populations les plus affectées par le terrorisme. Notre président d'honneur, le général Yacouba Isaac Zida, avait fait en décembre 2018 la proposition qu'il soit recruté un contingent spécial d'au moins 3000 éléments en discriminant positivement les régions sous menace. Malheureusement, et comme d'habitude, il n'a pas été écouté, certainement même vilipendé par des nabas et courtisans incultes, incapables d'intégrer que l'on puisse aimer son pays envers et contre tout. Il nous faut urgemment équiper nos FDS comme il se doit. Et cet équipement doit être à la hauteur des défis massifs et de qualité, qu'il s'agisse des armements, des moyens roulants et des moyens aériens. Il n'est pas normal dans ce contexte-là que l'on entende parler de faible capacité d'absorption en matière de dépenses militaires. Dans sa vision, le MPS considère que le terrorisme n'est pas un phénomène nouveau dans le monde entier et en Afrique. Ce qui signifie qu'il y a des expériences dont il faut s'inspirer. Certains États africains, comme l'Algérie, comme la Mauritanie, ont bien réussi à endiguer le fléau terroriste. En plus des opérations militaires, il nous faut aussi intégrer des aspects diplomatiques. Quels sont nos partenaires en la matière? Il nous faut absolument diversifier nos partenaires et les amener à s'aligner sur notre vision propre. Il nous faut aussi mobiliser nos voisins du Sud, car du succès des armes du Burkina dépendra aussi leur sort. Enfin, la question de la réconciliation nationale ne doit pas être occultée. L'union sacrée dont il est fait appel suppose celle de tous les fils et filles de notre pays. Alors, comment pourrait-elle se faire lorsque le dialogue est rompu volontairement avec des leaders, des personnes qui représentent une certaine frange de notre population au regard des positions et des fonctions qu'elles ont occupées? Il est urgent de renouer le dialogue. Et même si ce dialogue ne va pas nécessairement aboutir avant longtemps, cela va au moins créer un climat social apaisé, propice à l'union sacrée autour de la lutte contre le terrorisme. Harcèlement judiciaire, l'ancien ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, dénonce un harcèlement judiciaire sur sa personne, suivant cette interview. C'est dommage que, parce qu'un adversaire politique pense différemment de vous, vous cherchez forcément à le mettre en prison ou à le tenir hors de son pays. Je dénonce ce harcèlement judiciaire contre un adversaire politique que je suis. Voyez-vous, les jours où père, je suis poursuivi pour crimes contre prisonniers de guerre, et maintenant, les jours impair, je suis poursuivi pour viol, homicide. C'est à croire que la justice ivoirienne elle-même ne sait même pas pourquoi elle me poursuit. L'objectif est clair. Écarter Charles Blé Goudé
et l'empêcher de participer au débat politique de son pays. Voilà l'objectif. Mais je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Je l'ai dit, je serai une aiguille qui va servir à recoudre le tissu social qui a été déchiré en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de paix, de réconciliation, une voie que j'ai librement choisie et sur laquelle je vais continuer, ce n'est pas pour le régime de M. Ouattara. C'est pour l'ensemble des Ivoiriens. Et tous ceux qui ont choisi d'y vivre. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de réconciliation. Surtout à la veille d'une année électorale qui est 2020. Je ne veux plus que ce qui est arrivé en 2010 arrive une fois encore à mon pays. Je vous l'annonçais en titre au Zimbabwe, les médecins ne lâchent pas leur lutte. Malgré la révocation de plus de 200 d'entre eux la semaine dernière, les agents de la santé du secteur public sont déterminés à poursuivre leurs manifestations. Ils réclament l'équité pour tous. Malgré la révocation de plus de 200 d'entre eux la semaine dernière, les médecins du secteur public du Zimbabwe sont décidés à poursuivre leurs manifestations. Selon la presse locale, ils déclarent être déterminés à faire instaurer l'équité dans le secteur de la santé. Les grévistes ont été suspendus par les autorités pour leur participation à la mobilisation qui paralyse depuis 2 mois les hôpitaux publics du pays. Ils exigent du gouvernement une revalorisation des salaires dont la valeur a fondu à cause de l'hyperinflation et de la dévaluation de la devise locale. Ils affirment que leur salaire ne dépasse plus l'équivalent d'1 centaine d'euros par mois. Les médecins ont rejeté toutes les hausses de salaire proposées par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, qui a obtenu de la justice qu'elle déclare leur grève illégale et leur ordonne de reprendre le travail. Face à leur refus, les autorités ont engagé des procédures disciplinaires contre les récalcitrants. Les fonctionnaires zimbabwéens qui exigent eux aussi une revalorisation des salaires ont à leur tour appelé à manifester mercredi dans les rues de la capitale Harare. Et puis, lutte contre le terrorisme, la Turquie met ses plans en exécution. Des présumés djihadistes ont été renvoyés vers leur pays d'origine où ils seront remis à la justice pour procès. La Turquie a mis ses plans à exécution. 3 hommes présentés comme des djihadistes de l'organisation État islamique ont été renvoyés vers leur pays d'origine lundi, un Danois, un Allemand et un Américain, comme l'avait promis le président Recep Tayyip Erdogan. L'Europe doit revoir son attitude à l'égard de la Turquie, qui a tant de terroristes sous contrôle dans les prisons syriennes. Ces portes s'ouvrent et ces djihadistes de Daesh vont être renvoyés chez vous. Nous avons déjà commencé à le faire. Après cela, ils seront sous votre responsabilité. Selon le gouvernement turc, d'autres détenus européens seront expulsés dans les prochains jours. Parmi eux, 9 Allemands, 2 Irlandais et 11 Français. D'après les informations de plusieurs médias en France, il s'agirait de 7 enfants et de 4 femmes. Certaines s'étaient enfuies de prisons kurdes en Syrie lors de l'intervention turque mi-octobre. D'autres se trouvaient dans les prisons turques depuis plusieurs années. Après leur expulsion, les femmes djihadistes seront incarcérées dès leur arrivée sur le territoire en attente de leur procès. Les enfants seront eux remis au service de l'aide à l'enfance. Les autorités françaises n'ont pas confirmé ces renvois, toutefois il ne s'agirait pas d'une première. Depuis 2014, la France et la Turquie ont signé un accord de coopération et 260 personnes soupçonnées d'avoir rejoint le groupe État islamique ont été remises à la justice française. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donne son feu vert pour l'élimination d'un commandant djihadiste, une initiative qui n'est pas sans effet secondaire. Les forces de défense israéliennes ont éliminé le commandant-chef du djihad islamique dans la bande de Gaza, Baha Abu el-Atta. Depuis l'an dernier, ce leader terroriste était le principal instigateur des attaques terroristes lancées depuis la bande de Gaza. Il a pensé, organisé et réalisé des attaques. Il a tiré des centaines de roquettes sur des villages israéliens depuis la bande de Gaza. Et ces derniers jours, il préparait de nouvelles opérations. Il était une bombe à retardement. Peu avant 5 h du matin ce mardi, un avion de Tsahal cible cet immeuble situé dans le quartier résidentiel de Shoujaïa, dans le nord de la bande de Gaza.
C'est là que se trouve l'un des principaux commandants du djihad islamique. Le feu vert est donné par Benyamin Netanyahou. Le terroriste est éliminé. Nous venons de cibler un commandant du djihad islamique à Gaza, Baha Abu al-Atta. Al-Atta était responsable d'une centaine d'attaques terroristes contre des soldats et civils israéliens. Sa prochaine attaque était imminente. Le djihad islamique confirme la mort de son chef militaire et appelle à la vengeance. Aussitôt, le territoire israélien est pris pour cible. Les alertes à la roquette se multiplient. Ashdod, Ashkelon, Sderot, partout dans le pourtour de la bande de Gaza, la sirène retentit, et même jusque dans le centre du pays, à Holon et Rishon LeZion. Les abris sont ouverts, les cours annulés dans plusieurs villes, y compris dans le sud de Tel Aviv. Les Israéliens se mettent à l'abri. Le système d'hommes de fer a intercepté des dizaines de roquettes. Certains débris de missiles sont retombés dans des zones habitées en Israël, comme à Sderot, dans le sud du pays, où une maison a été touchée, sans faire de blessés. Jusqu'ici, 2 batteries supplémentaires de dômes de fer ont été déployées dans le centre du pays. L'armée israélienne se prépare à une journée noire, rythmée par les alertes à la roquette dans l'ensemble du pays. Et la Suède qui annonce des mesures pour lutter contre la criminalité après la mort d'un adolescent de 15 ans samedi dernier dans une fusillade. Après la mort d'un adolescent de 15 ans samedi soir dans une fusillade à Malmö en Suède, les autorités ont annoncé intensifier leur présence sur le territoire. Le pays fait face à une augmentation sensible de la violence entre bandes rivales depuis plusieurs mois. Le meurtre de samedi semble être un règlement de compte, d'après les autorités. La police dit qu'elle va tout faire pour arrêter les criminels. Elle dit qu'elle va perquisitionner et confisquer plus d'armes et être plus répressive. Mais certaines personnes à qui j'ai parlé à Malmö disent qu'il est trop tard. Trop de personnes ont déjà été tuées. La fusillade de samedi a été précédée d'une explosion, mais le lien entre les 2 incidents reste à établir. Les attaques à la bombe sont en augmentation dans le pays, 187 explosions jusqu'à présent en 2019 contre 152 en 2018. Certaines de ces bombes finissent dans des pays voisins comme au Danemark. Le gouvernement danois a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, notamment sur ce pont qui relie Copenhague à Malmö. Plus de 300 fusillades ont eu lieu en Suède en 2018, d'après un chiffre communiqué début septembre par RFI. Des incidents qui ont fait 45 morts et 135 blessés, un triste record qui semble se confirmer en 2019 et qui pourrait même être battu. Voilà, je rappelle pour vous les grands titres de cette édition avant de refermer ce journal. Au Zimbabwe, les médecins ont durci le ton par des mouvements d'humeur. Ils ont réclamé de meilleures conditions de vie et de travail et de l'équité dans le traitement des agents de la santé publique. Dans la suite de cette édition, nous avons parlé de lutte contre le terrorisme et la criminalité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter excellente suite de programme sur Canal Vimukega. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Zignari.